Les Français seraient-ils misogynes? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité de Femmes à part, dans lequel nous allons parler humour, nous allons parler caractère des femmes, mais également Académie française, et je vais même vous partager la citation d'un navigateur, ce sera la première fois dans une chronique d'actualité, et nous parlerons aussi un petit peu de sport et d'autres sujets. Juste avant de commencer, je vous rappelle donc que je ne fais pas de chapitrage dans mes chroniques d'actualité, mais que je change l'image d'illustration à chaque fois que je passe d'un sujet à l'autre. Donc s'il y a un sujet abordé qui ne vous intéresse pas spécialement, vous pouvez juste avancer rapidement ou passer votre souris jusqu'à la prochaine image, et comme ça vous arriverez directement au sujet suivant qui peut-être vous intéressera davantage. Et comme d'habitude, je vous mets en lien juste en dessous de cette vidéo les liens pour les sujets qui sont intéressants, ou les vidéos qui sont intéressantes tout du moins. Sinon je vous fais tout simplement des captures d'écran et c'est déjà suffisant. Alors comme mentionné, je voulais commencer cette chronique avec un petit peu d'humour. Cette petite publication humoristique sur Instagram que je vous mets donc, elle est en anglais mais je vais vous la traduire, je vous la mets en visuel. Être une femme, ce n'est pas facile. Imagine que tu attendes une réponse de quelqu'un mais sans avoir envoyé de message. Voilà, ça c'est les femmes. Alors évidemment, c'est de l'humour, c'est un trait de caractère que toutes les femmes n'ont pas forcément, c'est un petit peu une caricature aussi, donc ça ne veut pas dire qu'on est toutes forcément comme ça tout le temps en permanence, mais ça souligne quand même assez bien un trait féminin. J'en avais déjà parlé dans certaines conférences ou certains articles, ce trait féminin qui consiste à ne pas être forcément très très clair. Alors pourtant on est censé quand même être quand même assez avancé au niveau de la communication, du savoir-vivre en société, etc. Donc les échanges, le fait de parler, etc. Mais parfois, d'ailleurs c'est souvent avec les hommes évidemment, ou dans les relations amoureuses, parfois on va avoir du mal à exprimer clairement nos besoins, nos demandes. Nous allons faire des sous-entendus, nous allons semer des indices dans l'espoir d'avoir une réponse, une réaction, etc. Nous allons, je ne sais pas, lever les yeux au ciel, pousser un soupir, faire des onomatopées pour faire comprendre quelque chose à la personne qui est en face de nous. Et déjà, si c'est une femme, ça n'est pas forcément la bonne méthode de communication, mais si c'est un homme, ça l'est encore moins, puisque généralement les hommes n'ont aucune idée de ce dont on parle, ce dont on veut leur parler, ce que l'on sous-entend. Ça ne veut pas dire que les hommes ne captent jamais aucun indice et ne comprennent jamais rien, à moins que ça soit écrit noir sur blanc, ça n'est pas ce que je dis, mais c'est vrai qu'il faut que nous apprenions à vraiment nous exprimer clairement. C'est quelque chose que l'on peut avoir du mal à faire, mais je vous assure que ça sera très bénéfique dans votre vie. Donc c'était pour commencer avec un trait d'humour et en même temps vous rappeler un petit peu ce trait de fonctionnement féminin qui pourrait être amélioré. D'ailleurs, pas forcément que dans les relations amoureuses, mais aussi au travail, en famille, etc. Apprenons à vraiment communiquer clairement et à ne pas avoir peur de dire les choses, telles qu'elles sont ou telles qu'on les voudrait, ou nos attentes, etc. pour aider les hommes de notre entourage à mieux comprendre nos attentes et éventuellement à y répondre si c'est dans leur corde. Deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, alors moi je le prends comme quelque chose d'humoristique, après vous en ferez ce que vous voulez. Je suis tombée sur cet article de BFM que je vous mets en BFM TV, je vous mets en barre d'infos le lien. Goldman, donc Jean-Jacques Goldman, le chanteur, et Pesquet, je me souviens plus de son nom de famille, Thomas Pesquet, donc qui était dans l'espace, personnalité préférée des Français en 2022. Jusque-là, pas de problème. Et la suite du titre, c'est « La première femme seulement 20e ». Et j'ai trouvé ça très curieux de mettre ce titre d'article, finalement, parce que je me dis, écoutez, c'est un classement de personnalité. Si c'est des hommes en premier, c'est des hommes en premier. Si c'est des femmes, c'est des femmes. Enfin, vous voyez, moi, je trouve pas ça spécialement choquant. Et je me suis dit, c'est étrange quand même et en plus, je trouve ça assez malvenu et
presque méchant du coup de souligner, attention, la première femme elle est seulement 20e. Enfin bon, j'ai trouvé que c'était un petit peu bizarre comme formulation. J'avais juste mis l'article de côté pour vous en parler, et puis donc juste en préparant cette chronique, je me suis dit je vais quand même lire l'article parce que au-delà du titre, il y a peut-être des pépites dedans. Et donc oui, effectivement, il y a des pépites parce que alors évidemment, le tweet que le journal du dimanche a fait, ils ont mis pour illustrer l'article une photo où on voit 2 femmes qui sont dans le classement et 2 hommes qui sont dans le classement, hein, pour, j'imagine, ne pas s'attirer les foudres des féministes. Et il y a quand même donc une partie de l'article qui sous-titre « Les femmes sont sous-représentées cette année encore. Les femmes sont très peu représentées dans le classement des personnalités des Français. Seulement 15 femmes se hissent dans le top 50. » Et la première n'arrive qu'en 20e position. Bon, pour votre information, c'est Florence Foresti. Et il y a également Sophie Marceau en 28e place. Et, attention, c'est bien précisé, comme le note le JDD, la constitution de la liste des personnalités proposées au sondé est pourtant parfaitement paritaire, avec 53 femmes et 53 hommes. L'IFOP explique par ailleurs que les femmes elles-mêmes votent davantage pour des personnalités masculines. Et en fait, ce que je trouve assez drôle dans toutes ces précisions, c'est qu'en fait on a l'impression que désormais, dès qu'il y a des hommes, je ne sais pas, qui arrivent meilleurs dans un classement ou autre, hein, que ce soit la personnalité préférée, je sais pas, un classement sportif, j'en sais rien, et bien en fait on a l'impression qu'il va toujours falloir justifier de la méthodologie et expliquer pourquoi, enfin se défendre par avance de ce qu'on pourrait reprocher au JDD ou à l'IFOP ou je ne sais quoi. Donc là ils disent bien non mais nous on a été vraiment paritaires dans les propositions, parce que j'imagine que ce qui se passe c'est que c'est eux qui proposent les 53 hommes et les 53 femmes, et ce sont les personnes interrogées donc qui choisissent dans une liste. Vous n'inventez pas un nom qui vous sort de la tête comme ça. Et non seulement il précise que c'est paritaire à la base, donc que ce sont les votes qui finalement ont été plus orientés vers des personnalités masculines, et en plus il précise bien, mais en plus ce sont les femmes, hein, qui votent plus pour les personnalités masculines. Bref, je trouve ça assez drôle. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça en devient ridicule. Et en fait, on a l'impression que maintenant, on doit justifier de tout, faire attention à tout ce qu'on dit, etc. Et là, je ne sais pas ce que les féministes vont trouver à répondre, ou à dire, ou à critiquer, étant donné que la méthodologie a l'air assez paritaire, n'est-ce pas ? Et que ce sont plutôt les femmes qui ont malheureusement très mal voté. Alors, ceci dit, peut-être que c'est parce que ces femmes-là sont encore sous le joug du patriarcat et que sans s'en apercevoir, elles sont encore dans, elles se sentent un peu le couteau sous la gorge, quoi, à cause des violences faites aux femmes, et vraiment elles se sentent obligées de voter pour des hommes, quoi. C'est peut-être une explication. C'est bien évidemment de l'humour. Une petite citation pour continuer, celle de Olivier de Kersauzon. J'espère que je prononce bien. Ce sont des petites citations que fait le Figaro en ce moment, un peu sur tous ses réseaux. D'ailleurs, j'avais apprécié la dernière fois, ils avaient mis en exergue la citation de Chesterton sur le fait que les femmes pensaient être libres lorsqu'elles servaient leur employeur, mais esclaves lorsqu'elles servaient leur mari. Enfin, c'est pas ça exactement la citation, mais je pense que vous la connaissez. Et cette fois-ci, donc il y a beaucoup de citations d'auteurs différents, et enfin de personnalités différentes d'ailleurs. Et cette fois-ci, c'est cette citation donc du navigateur qui nous dit « Avant, pour exister, il fallait avoir fait quelque chose, s'être manifesté par des actes. Aujourd'hui, il suffit de trouver de quoi se plaindre. » Et j'ai trouvé que c'était une citation très juste. Le fait que finalement, à l'heure actuelle, effectivement, pour exister, pour avoir un point de vue intellectuel, soi-disant, pour être cité dans les journaux, pour je ne sais pas quoi, eh bien, il faut tout simplement avoir de quoi se plaindre. C'est la victimisation, c'est la victime attitude, j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, mais j'ai trouvé que là, cette citation était particulièrement, arrivait à point pour mettre en exergue pas ce trouble, mais cette mauvaise façon de penser et de raisonner qu'on a à l'heure actuelle, et qui fait qu'on n'a ni des vrais hommes ni des vraies femmes, parce qu'en fait à peu près tout le monde, ou presque, se victimise. Et pour exister, il faut se plaindre de quelque chose, il faut être la victime de quelque chose, il faut être
il faut être sous le joug de quelque chose et donc avoir de quoi se faire plaindre, pleurer par les autres, et c'est ça qui attire l'attention sur vous et qui fait que vous aurez la compassion d'autrui. Et apparemment certaines femmes ou certains hommes, c'est ce qui leur plaît beaucoup. J'allais dire plutôt d'ailleurs certaines femmes. Je vous mettrai en lien sous cette vidéo cette courte, c'est un reel je pense, une courte vidéo de l'Institut de France qui montre un extrait du discours de Jean d'Ormesson lors de l'acceptation à l'Académie française de Marguerite Yourcenar. Et dans son discours, il dit bien, ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous êtes sous cette coupole, parce que c'était la première femme donc à être admise à l'Académie française. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous êtes ici, mais parce que vous êtes un grand écrivain. Et après, il a une très jolie formulation, mais je vous laisse aller écouter. J'ai peur là de pas l'avoir retenu mot pour mot, mais où il dit qu'en gros, ce n'est pas parce que, enfin, les femmes, c'est pas parce que ce n'est pas à cause de leur sexe, quoi, en gros, que désormais les femmes seront systématiquement admises sous cette coupole. Donc en gros, on va pas juste faire des quotas et nommer des femmes juste pour qu'il y ait plus de femmes à l'Académie française. Mais en tout cas, le fait d'être une femme ne vous empêchera plus de rentrer à l'Académie française. Alors après, je me souviens pas du tout. Est-ce qu'avant c'était réservé? Je suppose que oui, que c'était réservé aux hommes, etc. Mais évidemment, il y a quelqu'un qui commente. C'est pas grand écrivain qu'on doit dire, c'est grande autrice. Oui, mais oui, bien sûr. Voilà, et ben si c'est Jean d'Ormesson qui le dit à l'Académie française, je pense qu'on peut davantage lui faire confiance que d'autres personnes. D'ailleurs, tout le monde commente ce passage, c'est fou. Tout le monde parle de ce... Je regarde un peu les commentaires là, tout le monde parle du grand écrivain, ça a l'air de choquer tout le monde plutôt que de dire grande autrice. Écoutez, si vous êtes davantage calé en langue française que l'Académie française, eh bien grand bien vous en fasse. Je vous avais parlé, alors en dernier j'analyserai une vidéo avec vous sur les femmes au foyer qui font de plus en plus de vidéos, etc., enfin, qui deviennent un peu virales sur TikTok et sur YouTube. Et donc il y a un média qui s'appelle Break qui a analysé cette tendance, et donc vous verrez, chaque femme est libre de faire ce qu'elle veut, mais quand même, il y a des choses à pas faire. Bref, juste avant de terminer avec ce sujet-là, des femmes au foyer, je voulais revenir sur la WNBA. Je vous en avais parlé dans une autre chronique d'actualité. Je suis tombée sur cette vidéo qui analyse. Donc c'est l'équipe féminine équivalent de la NBA d'après ce que j'ai compris, et en fait donc aux États-Unis. Et vous savez qu'il y a très souvent des polémiques à propos de la paye, enfin du salaire. Et très souvent dans les sports, d'ailleurs ça c'est pas propre aux États-Unis, c'est un peu partout, les équipes féminines, quand c'est par équipe ou en individuel, peu importe, les femmes sont souvent moins payées que leurs homologues masculins dans les mêmes sports. Ça s'explique très simplement par beaucoup de paramètres, mais surtout le fait qu'en fait ça soit moins intéressant, moins regardé, que ça rapporte moins en termes de publicité, que ce soit la publicité à la télé ou les partenariats que vous pouvez avoir avec certaines marques, etc. Par exemple, il est tout à fait normal que, je ne sais pas, si je faisais une publicité sur mon compte Instagram pour Adidas, par exemple, c'est bien normal que je ne reçoive pas la même rémunération qu'une influenceuse qui aura 1 million d'abonnés, tout ça, ou je sais pas, ou que Miss France par exemple, parce que tout simplement on n'a pas la même visibilité sur les médias, le même nombre d'abonnés, le même taux d'engagement, etc. Donc c'est tout à fait normal, et je vais pas râler en disant bah voilà, il y a des privilèges, il y a ceci, il y a cela. Bah non, voilà, c'est comme ça. Donc là c'est un petit peu pareil dans le sport, et en fait il y a eu un article aux États-Unis d'une des joueuses de cette équipe qui disait non mais en fait on n'a pas envie d'être payé, de recevoir le même salaire que les hommes, on veut juste recevoir le même pourcentage de revenus publicitaires. Alors, enfin, en tout cas c'est ce que j'ai compris. Donc je ne sais pas si les hommes sont payés uniquement par rapport justement aux revenus publicitaires, et puis après voilà, ou est-ce qu'ils ont quand même un salaire fixe et ensuite ils ont leurs primes, leurs revenus publicitaires. Bon,
Donc visiblement, dans les équipes masculines, ils touchent un certain pourcentage des publicités, enfin des revenus publicitaires, et donc les femmes, les joueuses féminines avaient l'air de dire, voilà, nous on ne demande pas d'avoir la même fiche de paye, enfin le même salaire. Par exemple, il est payé 1 million, je ne demande pas à être payé 1 million, mais si il touche, je vais dire n'importe quoi parce que j'ai pas du tout d'idée de ce que ça représente, mais si par exemple les hommes touchent 10% de tous les revenus publicitaires, eh bien les femmes exigent de toucher 10% de tous leurs revenus publicitaires. Donc certes, ça sera moins, puisqu'à priori il y a moins de revenus publicitaires, mais en tout cas ça sera quand même, voilà, ça sera 10%. Et donc, ça sera le même pourcentage. Donc c'est vrai que là on pourrait dire que c'est déjà un peu plus égalitaire, un peu plus logique, plutôt que de dire on doit être payé la même chose, en tout cas on doit être payé le même prorata. Bon, ça déjà je trouve ça un petit peu plus logique, comme ça effectivement les équipes qui sont plus renommées, qui ont plus d'engagement, qui sont suivies par plus de personnes, ça dépend peut-être des sports aussi, peut-être que je crois qu'aux États-Unis par exemple le football féminin est beaucoup plus suivi et beaucoup plus renommé qu'en France. Il me semble, j'espère que je me trompe pas en vous disant ça, mais il me semble que mon frère m'avait dit ça. Donc oui, effectivement, moi c'est pas très choquant de faire ça un petit peu au prorata ou d'avoir un équivalent. Et dans cette petite vidéo, je vous mettrai le lien. Les deux hommes analysent en fait les revenus justement publicitaires et compagnie. Et en fait, il se trouve que dans les équipes féminines, elles sont plutôt dans le négatif, elles sont plutôt dans le rouge. Et en fait, ils n'arrivent pas à rentrer dans leurs frais par rapport à ce qu'elles font, ce qu'elles payent, ce qu'elles reçoivent, etc. Et donc lui il dit, en fait c'est pas qu'elles auraient, je sais pas, 3 dollars de rémunération, c'est qu'en fait elles devraient payer, elles devraient sortir de leur poche une grosse somme d'argent si jamais elles voulaient être payées de la même façon que les hommes. On ne leur donnerait pas d'argent, mais c'est elles qui devraient donner de l'argent. Donc j'ai trouvé ça assez drôle comme analyse. Je ne sais pas je suis pas allée vérifier est-ce que les chiffres étaient exacts, etc. Mais j'ai trouvé ça assez drôle. Pour terminer, je voulais donc analyser cette vidéo qui s'intitule, donc c'est un short, donc ça dure moins d'1 minute ou 1 minute 30, qui s'intitule « Les influenceuses mères au foyer sont-elles problématiques ?» Vous vous doutez bien que quand j'ai vu ce titre, j'ai voulu aller écouter et regarder cette vidéo pour voir ce qui s'y cachait. Je vous ai mis en barre d'infos le lien si vous voulez l'écouter, enfin la regarder. Alors, elle commence à dire, la personne de ce média, Break, de la chaîne Break, dit que le fait de vouloir rester au foyer, etc., c'est très années 40. Puis elle le dit avec un petit sourire méprisant. Bon, ma pauvre fille, si tu veux rester au foyer, t'es plus trop à la mode, quoi. C'est plus dans l'air du temps. C'est pas beaucoup. Et ça, elle va le répéter à un autre moment. Elle dit c'est pas très 2023, quoi. Hein, avec comme si c'était un argument. Genre, si c'est pas à la mode, il faut pas le faire. Bon, déjà. Ensuite, elle dit bien. Alors, entendons-nous bien. Toutes les femmes sont libres de faire ce qu'elles veulent. J'étais ah bon. Je comprends pas trop parce que vu le ton de la phrase, on a l'impression que ouais, t'es libre de faire ce que tu veux, mais quand même, on sent qu'il y a un mais qui arrive. Donc il y a bien un mais. Donc on est toutes libres de faire ce qu'on veut, mais présenter un mode de vie idéalisé est dangereux parce qu'en fait, ça nourrit un imaginaire qui date, vous comprenez, c'est pas très 2023. C'est à ce moment-là qu'elle le dit. Donc, présenter un mode de vie idéalisé nourrit un imaginaire. Et donc, c'est pas très 2023 et c'est dangereux. J'aimerais bien savoir qui me présente des modes de vie idéalisés, parce qu'à entendre les féministes, on a l'impression que le mode de vie idéalisé, c'est de ne pas avoir d'enfants ou d'en avoir le plus tard possible. C'est de travailler. On a l'impression que de ne surtout pas dépendre d'un homme, etc. Enfin, c'est vrai que c'est présenté de façon assez idéalisée, et moi je peux vous dire que les personnes qui étaient dans ce genre de mode de vie et qui viennent me parler, déchante un peu de ce mode de vie justement, le fait d'être très indépendante, de faire carrière, faire passer sa carrière avec ses enfants ou je ne sais quoi. Je ne dis pas que c'est horrible pour toutes les femmes, hein, ça convient à certaines femmes, pas de problème. Mais en tout cas, c'est pareil, on présente ça comme si c'était un mode de vie génial. Et quand on voit dans la vraie vie, déjà parfois avoir un travail pour certaines femmes, c'est pas juste être dans des emplois prestigieux, gagner des tonnes d'argent. C'est aussi être caissière, c'est aussi être femme de ménage, c'est aussi avoir des emplois qui sont beaucoup plus fatigants, beaucoup moins gratifiants peut-être, beaucoup plus difficiles au niveau des horaires, beaucoup plus physiques.
pratiques qui sont pas très bien vues par la société ou je ne sais quoi. C'est pas toujours des choses très prestigieuses, très très bien payées, etc. On a l'impression qu'en fait aucune femme ne regrette de ne pas être mariée, de ne pas avoir d'enfants, etc. Mais en fait quand on gratte un peu, on s'aperçoit que ces femmes-là ont eu des désirs d'enfants par exemple qui n'ont jamais pu se concrétiser parce qu'il était trop tard. Beaucoup de femmes ne sont pas du tout heureuses de ce mode de vie. Celles qui ont eu des enfants en même temps qu'elles veulent développer leur carrière, eh bien, ça n'est pas si facile que ça. C'est très fatigant, c'est épuisant. Elles courent partout, la charge mentale, les burn-out, etc. Je pense que vous avez entendu parler. Donc je ne sais pas qui présente un mode de vie idéalisé ou pas, mais d'autre part, d'ailleurs, effectivement, sur ces vidéos, alors ça dépend un petit peu, mais celles sur lesquelles je suis tombée, c'est très américain, c'est très tout beau, tout rose et complètement coupé de la vraie vie. Souvent, ce sont quand même des femmes qui n'ont pas d'enfants, en tout cas dans le peu de vidéos que j'ai vues, c'est très léché, très parfait, etc. En tout cas pour ces influenceuses-là, le peu de vidéos que j'ai vues, bon, c'est vrai que là pour le coup c'est aussi complètement idéalisé. Mais par contre, quand on suit des mères au foyer qui, je sais pas, par exemple une femme de tradition, Anna Gaze d'apprendre les bonnes manières, il y en a certainement d'autres que j'oublie. Là on voit la vraie vie, le quotidien en France, avec un mode de vie tout à fait raisonnable et j'allais dire normal, quoi, qui parle à tout le monde et pas dans une espèce de grande maison à Los Angeles à gagner des millions et des millions chaque jour. Donc vous voyez, c'est bon. Effectivement, je suis d'accord qu'il y a aussi l'autre côté qui idéalise un petit peu. Mais là, pour revenir au fond du sujet, vous voyez, elle va prendre cette tendance TikTok et en fait, elle va en faire une généralité par rapport aux femmes qui choisissent de rester au foyer plutôt que de dire que c'était... que là, il s'agit d'une tendance, que c'est ce qui est montré sur les réseaux, aux États-Unis plus particulièrement. Enfin voilà. Et elle dit à la fin, heureusement, cette tendance est parfois détournée. Et donc là, on voit évidemment une parodie d'une femme qui dit, voilà, mon mari est parti au travail, ça y est. Comme tous les matins, je vérifie qu'il a bien fermé à clé le cadenas de la cuisine pour que je ne puisse pas en sortir. Bon, vous voyez un petit peu le niveau. Et donc la présentatrice, là, celle qui nous parle, a l'air vraiment soulagée du fait que... cette tendance est détournée, on voit aussi autre chose et vous voyez son mépris pour les années 40 et pour le fait que ça ne soit pas à la mode et son mépris pour les femmes qui décident de rester au foyer en général est à peine caché et encore une fois chacune est libre de faire ce qu'elle veut tant que ça reste dans les idées féministes bien entendu. Voilà pour les sujets dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que cette chronique d'actualité vous a plu. N'hésitez pas à regarder en barre d'informations les différents liens dont je vous ai parlé et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.